Bonjour, bienvenue dans ce premier vlog de l'année 2025. N'hésitez pas à aller vous faire un petit kawa, à poser votre joli petit fiac. On est parti pour quelques minutes ensemble. Aujourd'hui, on va parler de ma vidéo de la peinture de Palatine qui a un succès que je ne m'attendais pas. Ensuite, on va parler peinture et évidemment de jardinage. C'est pas parce qu'il fait moins 8000 dehors qu'il n'y a rien à faire au potager. Si jamais tu n'es intéressé que par une partie de la vidéo, aucun problème, je te mets les timecodes en description, comme ça tu peux voguer à ta guise. À ma guise. Alors, on va commencer par le petit point sur ma vidéo de peinture Palatine. À ce jour, vous êtes plus de 5000 à l'avoir regardé, alors que moi je m'attendais à 100, 200, allez, 1000 personnes qui la regardent grand maximum, donc je suis agréablement surprise, mais aussi sur le fiac. Et je vous remercie tout d'abord infiniment pour l'avoir regardé. Toute cette bienveillance que j'ai eue en commentaire aussi. Vous avez tous été hyper chill, vous m'avez vraiment donné pas mal de tips pour que je m'améliore. Donc un grand merci. Voilà, je suis un peu gênée de toute cette bienveillance, merci. Enfin bref. Je veux quand même faire un petit point sur le vocabulaire, là, les vocabes psychopathes, je vous vois. Je suis pas une puriste, voilà, je suis débutante dans l'univers de Warhammer 40 000 parce que, même si j'ai peint pas mal de figures, encore pas tant que ça, dans ma jeunesse, je faisais des hauts elfes et des hommes lézards. Par la suite, j'ai fait des figurines Donjons et Dragons et Fallout. Donc en fait, l'univers 40K, je suis vraiment toute nouvelle dedans. Donc c'est normal que j'ai pas encore le bon vocabulaire parfaitement calé. Et encore que... à savoir que je suis une personne qui en a strictement rien à foutre de la façon dont elle parle. Même IRL, hein, je m'en tape complètement les gonades. Et je suis une spécialiste de la paraphrase, parfois assez rigolote. Donc je vais pas m'empêcher de paraphraser, sous prétexte qu'il faut avoir un vocabulaire hyper précis. J'ai pas envie d'être quelqu'un que je suis pas et vous faire croire que je suis une puriste, vous faire croire que je m'y connais, alors que c'est pas le cas en fait. On m'a notamment repris sur une pièce de l'arme que j'ai nommée le petit bout qui dépasse. On m'a clairement fait comprendre que ça s'appelle pas comme ça s'appelle un canon. Perdu. C'est ma bite. Bon, c'est la bouche du canon ou le frein de la bouche du canon. Je sais ce que c'est. Je connais les pièces des armes à feu grâce à Fallout. Voilà, j'y ai quand même pas mal joué, donc j'ai ce vocabulaire. Cependant, il m'arrive parfois de ne pas le trouver, de l'avoir sur le bout de la langue, et donc plutôt que de mettre pause à mon enregistrement, aller chercher sur Google le mot qui me manque, relancer l'enregistrement, enfin bref, ça me fait perdre un temps fou, je préfère paraphraser. Ça arrivera dans toutes les vidéos, sachez-le. Donc voilà, si vous voulez pas perdre un temps monstrueux à me reprendre sur tout mon vocabulaire, vous pouvez le faire aussi, hein, moi ça me gêne pas non plus. Faites comme vous voulez, mais sachez que ça va arriver plein de fois. On m'a aussi reprise sur le saut de pureté. Alors pour le coup, j'avais pas du tout le vocabulaire. Là j'avoue que saut de pureté je connaissais pas, donc merci, grâce à vous j'ai une expression en plus dans mon lexique. C'est pas pour autant que je vais toujours appeler ça saut de pureté, je veux dire quand je dis que je fais les highlights sur le papier, on comprend tout aussi bien que le highlight sur le saut de pureté, et je dirais même que les tout débutants vont plus comprendre le terme de papier que de saut de pureté. Mais voilà, je comprends que ça puisse en faire chier certains, à vous de voir. En tout cas, pour le vocabulaire très précis, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé faire cette figurine, donc je pense que je vais racheter, parce que j'en ai pas d'autres, d'autres sœurs de bataille. Faut que je m'y connaisse un peu plus, c'est vrai. Donc, j'ai un chum assez incroyable qui m'a offert ça pour Noël. Donc vous voyez, bientôt j'aurai un peu plus de vocabulaire. Je pourrais prétendre à m'y connaître un petit peu dans les sœurs de bataille, mais j'ai commencé à le lire. Alors personnellement, je suis quelqu'un qui n'a pas trop écouté en cours d'histoire, donc il y a parfois certaines terminologies où je ne comprends absolument rien. Et je pense qu'on est beaucoup de débutants à être complètement paumés, parce que... Je vais vous donner un exemple. Attention. Le Saint-Synode de Terra, chargé de répandre la loi de l'ecclésiarchie, connut la même scission. Le synode ministra, ayant été établi en même temps que le couvent Sanctorum sur Ophélia, V, bâton. Ah, mort, lui croit V, bâton. Cette division permettait à l'Adeptus Ministorum et à son bras armé de se protéger contre toute manipulation, chacune surveillant la foi et la pureté de l'autre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. La fin de phrase est assez simple. À partir de cette division, tranquille. Mais alors au début, excusez-moi, mais quand vous n'avez pas de vocabulaire religieux, synode, je ne sais pas ce que c'est. Alors je vais passer pour une meuf qui n'y connaît rien, teubée au possible, mais synode, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ensuite, il y a des mots, des mots qui font très partie du vocabulaire de Warhammer. Sanctorum sur Ophélia. Bon, j'en conclus qu'Ophélia, c'est une planète, voilà. Sanctorum, ça doit être un sanctuaire, et on le met en latin, pourquoi ? Parce que dans Warhammer 40 000, on est des bandeurs de latin. Enfin bref. Passons, mais tout ça pour dire que quand on est full débutant dans cet univers, c'est vraiment complexe de réussir à se plonger dedans comme il faut, parce qu'il y a tout un tas de vocabulaire à découvrir et à connaître, donc soyez chill. Ça va venir, je l'aurai un jour, je l'aurai. Tout ça pour vous dire que je vais pas me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Je ne suis pas une puriste de la langue française, donc je ne serai pas une puriste du vocabulaire Warhammer. C'est comme ça, et il faut s'y attendre. Et je trouve, mais alors ça c'est mon avis personnel, hein, vous avez le droit d'avoir un avis complètement différent, je trouve qu'avoir des personnes un peu plus détendues, un peu plus chill là-dessus, dans des communautés, comme Warhammer, mais ça marche aussi pour la communauté Star Trek, Star Wars, tous les univers de SF finalement en général, enfin Seigneur des Anneaux aussi, hein, on voit. Bref, avoir des personnes qui sont un peu plus chill, qui se prennent pas la tête sur les terminologies spécifiques, précisément le lore, etc., qui sont pas parfaitement carrés en fait sur l'univers, ça peut aussi faire du bien. Ça peut aider les nouveaux, en fait, qui sont là et qui sont paumés, comme je le suis un petit peu actuellement, parce qu'honnêtement, l'univers Warhammer en particulier, il est en lui-même déjà extrêmement vaste, extrêmement complexe, donc si en plus on se rajoute une pression, là c'est terminé. Hein. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre ma savate et terminer mon soir. Donc, si vous voulez continuer à regarder mes vidéos, déjà un grand merci et n'oubliez pas de vous abonner, mais surtout, ne me demandez pas de devenir une personne que je ne suis pas. C'est-à-dire que si vous êtes un puriste, tant mieux. Franchement, il en faut aussi dans les communautés, des gens qui connaissent l'univers sur le bout des doigts. Vous avez passé un temps monstrueux, je veux même pas imaginer, à apprendre tous les petits détails, des machins, des trucs. Bref, c'est très beau de voir des gens aussi passionnés que vous l'êtes, mais on n'est pas tous pareils. Je pense que je vais passer pour une énorme touriste, ça c'est même sûr par rapport à vous. En même temps, c'est pas faux. Ah, c'est pas faux. Parce que moi, à la base, ce que j'aime, c'est les jeux de plateau, c'est les JDR et c'est la peinture sur figurine. Pas l'univers de Warhammer. Même si, de fait, je m'y mets petit à petit. Juste un dernier point avant de passer à la rubrique peinture, qui finalement est la continuité de cette partie-là. Je fais énormément de choses différentes dans ma vie et malheureusement nous n'avons que 24 heures par jour. Donc voilà, faut savoir que je fais du yoga 6 jours sur 7, que j'ai mes cours à bosser, que je fais aussi du tissu aérien, que je fais du jardinage, que je dois m'occuper de mes poules, de mon chat, la maison qui est à tenir, des travaux. Parce qu'on est dans une maison en rénovation, donc j'ai pas tellement de temps à accorder sur les recherches liées au lore de toutes les figurines que je possède. Comme j'ai déjà dit, et on en reparlera aussi plus tard, je peins aussi bien du 40K que du Age of Sigmar, que des figurines Fallout, que des figurines Donjons et Dragons, que de mes jeux de plateau en fait. J'ai Abyss à peindre, les 2 extensions, j'ai Last Bastion, j'ai Histoire de Peluche, j'en ai plein à peindre, et je peux pas être une experte dans tout ce que je fais. J'aimerais bien, mais malheureusement c'est pas possible, et je suis de ce genre de personnalité à préférer être bonne sans plus dans plein de choses, que d'être une experte dans une. Voilà. Ça a peint quoi au mois de janvier ?
eh bien ça peint plutôt pas mal. Pour ceux qui l'auraient raté, j'ai sorti ma première vidéo de peinture, donc de la Palatine, je vous la mets en description. Si j'arrive à la mettre dans des fiches là, comme font les vrais youtubeurs, je le ferai. Dedans j'y donne toute ma façon de faire, de A à Z, toutes les indications, donc je vous invite à aller la voir. Je vais pas en reparler ici parce qu'en fait je l'ai peinte au mois de décembre 2024, pas au mois de janvier. Je vous laisse aller voir ça tout seul. Sinon, je peins des Stormbringer, donc Age of Sigmar, comme j'ai dit tout à l'heure. Si jamais ça vous intéresse, ceux-là, je les fais en live sur Twitch, tous les mercredis après-midi. Normalement à partir de 15h, mais j'ai généralement des problèmes avec OBS, donc il m'arrive d'être là plutôt vers 15h30, 16h. N'hésitez pas à venir faire un tour, venir discuter. En fait, c'est des figurines qui sont pas hyper compliquées, enfin moi je les peins de façon hyper classique et donc ça me permet de discuter en même temps. C'est aussi ça qui m'intéresse en fait, de blablater avec des gens au-delà de juste peindre. Et donc pour faire ces Stormbringer, on utilise du Rétributor Armor pour les pièces d'armure, du Lead Belcher pour la cotte de maille, du Macrack Blue pour le bouclier, et pour l'instant c'est tout ce qu'on a fait. Pour le reste, je vous laisserai découvrir en live sur Twitch mercredi. À part ça, comme si on était plusieurs, j'ai fini le Death Sleeper. C'est vraiment une de mes figurines préf pour l'instant. Donc Death Sleeper, c'est qui ? C'est l'héroïque faucheuse des Tyrannides, Warhammer 40 000 du coup, qui fait clairement penser à un flageolet mental. Il y a eu une inspi de quelque part, c'est sûr. Pour ceux qui connaissent Donjons et Dragons évidemment, ou qui ont joué à Baldur's Gate, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, c'est juste un monsieur poulpe finalement. Sur celui-là, il me reste juste les yeux à faire et le socle, mais la figurine en elle-même est plutôt terminée. Petit topo. Pour la chair, j'ai utilisé... Là, j'ai pris mes petites notes, parce que avec toutes les peintures que j'ai utilisées, sinon ça va être un enfer. Pour la chair, j'ai fait un dégradé de Bugman's Glow, avec du Razebone. J'ai fait un dégradé, donc les parties qui sont plutôt dans l'obscurité, vous mettez plus de Bugsman, pour les parties qui sont plus en relief, plus de Razebone. Donc pour les parties qui sont vraiment sombres, j'ai par-dessus ajouté du Earthshade. Vous avez vu, je fais un effort sur la prononciation par rapport à la palatine. En plus ou moins grande quantité en fonction de l'endroit, quoi. Au niveau de la carapace, alors là j'ai mis de l'Abaddon Black. Direct erreur, mais bon, ça je l'ai appris en le faisant. Et les highlights, je les ai fait en Thunderhawk Blue. À la base, je les ai fait en gris, mais je trouvais que ça faisait vraiment pas beau du tout. Vraiment, c'était fade. Donc, après quelques recherches et quelques tutos sur YouTube, je me suis dit, tiens, on va les faire en bleu. Et en vrai, j'en suis très contente. Ça rend très très bien, le bleu sur le noir. Par contre, je suis pas très satisfaite quand même des volumes, parce que le fait, je pense, d'avoir directement mis de l'Abaddon pas dégradé avec du plus clair, ça me permet pas de faire correctement des ombrages derrière et du coup ça fait assez plat. Voilà, je ne referai plus cette erreur. Et c'est pour ça que pour la palatine, j'ai fait un dégradé de noir vers le blanc pour obtenir un gris de base et de pas faire en noir directement. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant des conneries finalement. Voilà. Sinon, pour les tendons ensanglantés, j'ai pris une base de Mephistone Red, j'aime vraiment bien ce rouge, auquel j'ai ajouté un brossage. C'était un mélange de Bugsman Glow et de Razebone, comme la chair, mais en beaucoup plus clair. La proportion de Razebone était bien plus importante. Et par-dessus, j'ai ajouté du coup du Technical Blood, et j'ai refait quelques shades en Agrax Earth Shade, comme d'habitude, parce que j'adore cette couleur. Vraiment, j'en mets partout. Pour finir, sur les projets en cours, je viens de terminer le montage et la sous-couche de mes bramines. Pour ceux qui ne connaissent pas les bramines, c'est une vachette, tout simplement, une vachette radioactive qu'on peut trouver dans l'univers de Fallout. Alors il y a des bramines sauvages, mais ça sert aussi et surtout comme utilitaire. Pour les marchands, ça permet de transporter des marchandises. Vous pouvez en croiser une dans Fallout 4 notamment, qui accompagne Carla l'ordure. Moi je l'aime bien Carla. Je sais qu'il y a des gens qui la détestent, qu'apparemment elle leur a volé des équipements et tout, mais moi j'aime bien Carla. Tout ça pour dire que j'ai terminé la sous-couche et pour la première fois j'essaye une sous-couche en 3 teintes. C'est-à-dire que j'ai fait une première couche de bombe noire, ensuite je fais une couche
à la bombe grise, donc surtout par le dessus pour la lumière. Et par-dessus encore, je ferai un brossage à sec blanc pour bien définir les highlights en fait. C'est la première fois que je fais ça, peut-être que le rendu sera dégueulasse. Nous verrons. À savoir du coup, si jamais vous achetez des figurines Fallout sur Wayland, je sais pas en quel plastique les figurines sont faites, mais déjà c'est vraiment pas la même qualité que pour Warhammer clairement, mais aussi et surtout, la colle citadelle ne fonctionne pas dessus, donc faites attention si jamais vous en achetez, il faut y aller à la superglue. Placez très bien vos pièces rapidement parce que, enfin moi ma superglue en tout cas elle colle instantanément, une fois que c'est posé c'est terminé. Donc attention. Dans les projets futurs de cette année 2025, j'aimerais me mettre à faire des décors. Et alors là, mes connaissances en décor sont encore plus petites qu'en peinture de figurines, c'est-à-dire que je ne connais pas grand-chose. Tard l'époque, mon père il en faisait, mais j'ai rien retenu. J'aimerais faire des infrastructures pour faire des parties de Kill Team, fabriquer des murs, des petits étages, des portes, je sais pas, des arches, des trucs comme ça. Et j'aimerais aussi, alors un petit peu plus compliqué je pense, me faire une boîte décorative que je mettrais ici, une sorte de cale-livre finalement, avec dedans donc quelques figurines et puis un décor un peu stylé. J'aimerais bien faire ça avec mes sœurs de bataille, quand j'en aurais acheté d'autres, parce que là j'en ai qu'une, donc pour faire un décor c'est compliqué. Ça me botterait bien de faire ça, mais voilà, je sais pas par où commencer, je sais pas comment y prendre. Donc si jamais vous avez des tips, des chaînes à me conseiller pour les tout débutants en fabrication de décors, je prends tout, n'hésitez pas. En commentaire, lâchez-vous, donnez-moi tout ce que vous avez. Ce mois-ci, la recommandation, ça va être un manga, encore. Dans le même style que Gannibal, on est vraiment sur une histoire très fraîche, printanière et fleurie. Je vous présente Smile, un manga de Hattori Mitei, qui est donc une histoire d'enquête, je dirais même de double enquête, puisqu'on suit deux personnages. Le premier est un journaliste qui va enquêter sur la disparition de son ex-femme, et le deuxième personnage est un flic qui lui va enquêter sur un meurtre qui, ma foi, est assez atypique dans sa goritude. Oui, goritude est un mot qui existe, je veux rien savoir. Et en fait, ces deux personnages vont rapidement se rendre compte que les deux affaires sont liées à une secte qui est appelée l'Église du Sourire Éternel. Pour l'instant, je vous ai rien spoilé, tout est dans le premier manga, dans le tome 1 et même écrit au dos, donc pas de soucis, je n'ai rien spoil. C'est une histoire assez angoissante, je dois dire, sur fond de New Age, donc moi ça me parle vraiment. Vu que je suis une yogini, forcément tout ce qui est mouvance New Age, je la côtoie pas mal, donc ça me parle pas mal. À savoir qu'il y a que 2 tomes qui sont parus en France pour l'instant, mais le 3e tome sort au mois d'avril. C'est donc une histoire sombre qui a franchement une bonne base pour faire des merveilles. Voilà. Si jamais vous aimez les histoires un petit peu gore, les enquêtes policières, les thrillers, tout ça, si jamais vous avez apprécié Gannibal, je pense que ça vous plaira aussi. Et maintenant, on passe au jardinage. On s'est déjà bien assez tourné les pouces pendant ce début d'hiver. C'est le moment de reprendre du service. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on va préparer son sol, évidemment. C'est la première chose à faire. Surtout quand il fait moins 8000. Il fait au moins 8000. Parce que du coup, vous n'allez pas transpirer. Et ça, c'est plutôt pratique. Si vous avez été bons élèves, peut-être que vous avez déjà commencé à préparer votre sol en automne. Personnellement, ça n'est pas du tout mon cas. Voilà, donc on a des choses à rattraper en ce moment. Cette année, contrairement à l'an passé, j'ai décidé de retourner les premiers centimètres de mon sol, de vraiment l'aérer comme il faut, parce que l'année dernière, mes plantes ont assez souffert au niveau des racines. Elles n'arrivaient pas à se développer parce que j'ai un sol qui est très compact. Il est riche, mais vraiment solide, donc c'est un peu compliqué. Et je sais que ça pourrait se faire sur le long terme en faisant des apports sans retourner le sol, mais franchement, je sais pas si je vais rester 5 ans, 10 ans dans cette maison, donc j'ai pas forcément la possibilité de voir sur le long terme et de me dire ok, ce que je fais aujourd'hui c'est bien, mais ça va être
bien pour dans 3 ans, 4 ans. Non, je peux pas faire ça, je peux pas attendre. On m'a dit aussi que je pouvais faire un truc stratifié en genre de 1000 feuilles. J'avais déjà essayé de faire ça l'année dernière sur une zone de mon jardin et ça n'a pas été fonctionnel. Donc voilà, navré, mais cette année je préfère incorporer ma matière organique de façon mécanique et je verrai plus tard pour être un peu moins dur avec mon sol. Cette action mécanique, elle est vraiment pas obligatoire, elle va beaucoup dépendre de votre terrain. Par exemple, s'il est sableux, on va vraiment éviter de faire ce genre de choses. C'est vraiment que si votre sol est comme le mien finalement, qu'il est solide, qu'il va à la salle. On va pas hésiter à mettre un maximum de terreau. Si jamais vous n'êtes pas assez riche comme moi, que vous êtes un gros rat, vous pouvez en avoir gratuitement à la déchetterie du coin. Vous n'êtes pas obligé de dépenser 1000 balles dans des sacs de terreau en jardinerie qui sont, qui plus est, pas très écolo. Donc n'hésitez pas à faire un tour à votre déchetterie. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout ça parce qu'ils n'ont pas une maîtrise de ce qu'il y a dedans, notamment au niveau des graines. Franchement, quand on bac de compost, eh ben c'est la première année que t'es là, donc ton compost il est pas encore mature. Franchement, ça dépanne vraiment bien la déchetterie. Mais oui, bon, des fois faut faire le tri. Il y a des petits morceaux de plastique, il y a des petits morceaux de verre, des cailloux, enfin bref, voilà. Après, bon, chacun fait comme il veut, comme il peut, et moi en tout cas, pour l'instant, je suis assez satisfaite de l'option déchetterie. J'en profite au même moment, je vais mettre de la cendre dans tout ça. Alors ça c'est pareil, c'est pas nécessaire. Au contraire, je vous dirais qu'il faut être très attentif à son sol avant de mettre de la cendre. Moi pourquoi j'en mets ? C'est tout simplement une expérience personnelle. Cette année, mes plantes qui étaient à l'endroit où j'ai déposé la cendre de mon barbecue ont beaucoup mieux poussé, se sont bien mieux développées que les plantes qui n'étaient pas là où j'avais déposer de la cendre. Donc j'en déduis que c'est bon par rapport à mon sol. Je sais qu'il y a une histoire de pH. C'est fort possible que mon sol soit trop basique parce qu'il est calcaire et qu'en rajoutant un petit peu de cendre, ça régule le pH. Donc ne pas faire ça avec tous les sols, hein. Voyez en fonction de votre localité et du sol que vous avez. Sinon vous pouvez rajouter d'autres choses. Par exemple, je sais que si vous avez un sol acide, il me semble que en mettant de la poudre de coquille d'œuf, ça va acidifier le sol. En fonction de votre propre jardin et de votre expérience, voilà, vous mettez ce qui est bien. Vous pouvez aussi rajouter des engrais biologiques à ce moment-là. Moi, j'en profite aussi pour rajouter quelques déchets de cuisine. Alors pas n'importe quel déchet évidemment. Vraiment, ça va être des épluchures de bananes, des épluchures de pommes, bio. Voilà, on peut en profiter pour mettre d'autres choses. Je mets aussi, bon ça c'est pas tout le monde qui en a, un petit peu de litière de mes poules, hein. J'en ai 3. Claquettes, chaussettes et raclettes. Et donc ça marche super bien, hein. C'est un super engrais le caca de poule. Je sais qu'il peut y avoir le guano qui est très bon aussi, enfin bref, vous avez tout un tas de possibilités que vous pouvez ajouter à ce moment-là. Évidemment, après vous couvrez votre sol, s'il vous plaît. Contrairement à d'autres, le sol n'aime pas être à poil. Quelle indignité. Donc on lui met une jolie bâche, joli tissu, un truc qui va le protéger et faire en sorte qu'il ne soit pas trop victime des aléas climatiques et de la météo. Ça va permettre de réduire l'exivation, je sais plus comment on dit. Ah, mes cours de bio sont si loin. Bref, tout ce que vous venez d'incorporer dans votre sol, si vous laissez la pluie s'infiltrer, en fait, tous les nutriments vont partir loin dans le sol. La deuxième chose, si vous avez mis des choses volatiles, comme la cendre typiquement, le vent, ça va l'emporter. Donc, on protège bien le sol, ça permet de garder vraiment tous les éléments chimiques que vous avez ajoutés dans le sol et en surface, que ça parte pas en profondeur. On habille notre sol. On profite aussi du fait d'avoir un petit peu de temps, parce que la période de culture n'a pas encore commencé, surtout au vu de la vague de froid qu'on vient de se taper. Donc je vous conseille à ce moment-là d'en profiter pour faire des tests de germination, surtout sur vos vieilles graines ou alors vos graines autoproduites. Ça permet justement d'éliminer tous les sachets de graines qui sont périmés et plus bons. Ça permet aussi d'un petit peu prévoir. Par exemple, si on a des graines qui germent qu'à 50%, on se dit bon, je vais en mettre 2 fois plus en germination pour avoir le même rendu que l'année dernière. Enfin bref, voilà, ça permet un petit peu de se préparer finalement doucement mais sûrement à la saison des plantations,
qui arrive tout bientôt, j'ai hâte. Et pour ça, c'est extrêmement simple en fait. Vous prenez des godets, en plastique, en verre, ça peut être des pots de, je sais pas, confiture, de yaourt. Vous mettez vos graines à l'intérieur, au fond, et vous allez couvrir par-dessus d'un sopalin humide. Et vous allez fermer hermétiquement pour que l'humidité reste bien à l'intérieur. Ensuite, vous mettez ça dans une boîte à l'ombre et dans un coin de votre salon. Et bon, ça va pousser tout seul. Pour la majorité des graines. Pas toutes, évidemment, il y a des exceptions, mais pour la grande majorité d'entre elles, la température de votre salon, qui doit être normalement entre 17 et 22 degrés, ça devrait largement suffire pour qu'elle se développe. Pour qu'elle germe du moins. Après, si vous faites pousser des trucs chelous, genre des avocats, clairement c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. De toute façon, on va trouver un godet assez grand. Enfin bref, je me disperse là. C'est vraiment simple à mettre en place et puis voilà, ça permet de prévoir un petit peu, c'est pas mal. On reste sur le thème de prévoir son année au jardin. Je vous conseille aussi de vous munir d'un petit carnet. Alors j'ai celui-là sous la main. Un petit carnet comme celui-ci. Alors je teste différentes choses. L'année dernière j'avais pris permaculture. Cette année on m'a conseillé jardiner avec la lune, même si très honnêtement je suis un petit peu sceptique. Mais pourquoi c'est bien d'avoir ce carnet? Alors déjà parce qu'il y a des projets, n'importe quoi. Un calendrier des cultures, à quel moment il faut planter, à quel moment il faut récolter, à quel moment... Ce qui est très pratique. Ça enlève une charge mentale assez considérable. La deuxième chose, c'est parce qu'il y a ça. Il y a toujours un espace dans lequel vous pouvez, je vais vous montrer les 2 années, vous pouvez dessiner votre jardin et mettre en place vos zones de culture, les petits projets, machin et tout. Et si vous regardez d'une année sur l'autre, vous voyez quel projet a réussi, quel projet a foiré, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Je trouve que c'est vraiment chouette. Voilà. Pour finir avec cette partie sur le jardin, parce qu'elle est quand même assez longue, ça fait bientôt 15 minutes que je parle juste de ça, pensez à nourrir vos oiseaux. Eh oui, les oiseaux de jardin, en hiver, ils galèrent pas mal, surtout dans les zones qui sont de plus en plus urbanisées, bétonisées, etc. Il y a certains coins où ça devient vraiment compliqué pour eux, donc je vous conseille de les nourrir. Alors il y a des trucs tout faits, hein, vous pouvez les voir en jardinerie, les espèces de boules de graisse avec des graines dedans, ça c'est vraiment bien. Alors attention, n'achetez pas les boules avec un filet autour, tout simplement parce qu'il y a certains oiseaux qui se prennent les pattes dedans et qui meurent pendus par les pieds. Voilà, donc on évite d'acheter ça. Vous avez vraiment d'autres solutions, alors soit d'acheter une maisonnette, carrément, sinon vous avez des distributeurs à boules. Pardon. Distributeur à boules, ça me fait beaucoup rire, je suis une ado. Donc vous avez tout un tas de systèmes qui fonctionnent très très bien et mieux que ces filets-là. Et si vous êtes cuisinier dans l'âme, vous pouvez aussi les faire vous-même. Moi je fais ça depuis cette année. C'est assez simple, il faut juste de la margarine, un sac de graines que vous pouvez acheter en jardinerie, ils ont des énormes sacs. Alors attention, prenez des graines spéciales à oiseaux du jardin, pas genre des graines pour poules pondeuses parce que c'est pas du tout les mêmes, pas le même calibre, etc. Et donc avec cette margarine et ces graines, vous allez faire une petite boule tout simplement que vous allez mettre au congélateur pour qu'elle durcisse un peu. Et franchement, ils en raffolent, même un peu trop. Un peu trop, j'ai un rouge-gorge qui est H24 sur la boule de graisse et il est en train de... Il a fait ses réserves, quoi, on va dire ça comme ça. Eh bien, c'était le dernier point que je voulais aborder dans cette partie jardinage. Je vous remercie encore. Je sais pas, je m'y attendais tellement pas que... Bref, voilà. Merci encore pour cet accueil dans le milieu de la peinture sur figurine. Merci d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. Vous pouvez me retrouver évidemment sur Instagram, là où je suis la plus présente, la plus active. Sur Twitch, le mercredi après-midi. Si jamais ce que je vous propose vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche. Oh là là, je dis ça comme une vraie youtubeuse. On se retrouve bientôt, soit sur Twitch, soit sur Insta, soit sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous fais la bise.